Bonjour à tous et bienvenue dans la quotidienne. Aujourd'hui, on parle du métier d'addictologue dans notre rubrique santé. Et c'est une occasion aussi de faire le point sur les addictologies en Nouvelle-Calédonie. Anna nous en dit plus dans sa rubrique. Ensuite, pour notre rubrique C'est bien de chez nous, on fait un coup de phare sur le métier de tourneur sur bois. Un métier qui tente à disparaître, un métier qu'on pourrait développer avec nos matières premières en Nouvelle-Calédonie. On en parle dans la rubrique de Duke à Menango. Et enfin, on fait un point sur la langue des signes en Nouvelle-Calédonie. On en parle avec Marie-Hélène dans notre rubrique Job et Éducation. Pour l'heure, retrouvons notre invité du jour. Lionel Dubourg, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes professeur au collège de Poum, donc à l'extrême nord du pays. Le 4 septembre aura lieu le premier salon des nouvelles technologies, donc qui va se passer à Poum. Pourquoi avoir créé ce salon ? Ce salon, on l'a créé parce qu'on crée régulièrement un salon des métiers et des formations. Donc c'est difficile d'arriver à faire déplacer les professionnels de l'éducation sur Poum. Donc pour les motiver un petit peu à se déplacer, on a eu l'idée d'organiser un événement un peu gagnant-gagnant où à la fois les exposants viennent pour présenter leur formation aux parents et aux élèves de Poum et de l'extrême nord, et également pourront venir prendre des informations, puisque à l'heure actuelle, comme vous le savez, les nouvelles technologies sont en plein boom dans le secteur de l'éducation, et je pense que les gens ont besoin de connaissances, de tester le matériel qui existe. Et c'est l'initiative en fait des professeurs du collège ou c'est un partenariat C'est un projet du collège, un projet pédagogique qui se monte avec la classe de 3e parcours découverte des métiers et formations. Et puis donc effectivement ce projet est aidé financièrement par la province Nord. D'accord. Est-ce que c'est un réel besoin justement en province Nord? Est-ce qu'on connaît un déséquilibre entre la province Sud et la province Nord, on va dire ça au niveau des nouvelles technologies et même des loyautés d'ailleurs? Alors je pense qu'à l'heure actuelle il y a un gros chantier en cours en province Nord qui tend vers le rééquilibrage et même peut-être au-delà, suivant les ambitions de nos politiques. En tout état de cause, on est un palier à franchir et tout le monde est très motivé. Il y a des sommes en jeu assez importantes. Et bon, c'est pour ça aussi que ce salon a toute son utilité. Alors, quand on parle de nouvelles technologies, on parle de quoi? Tablettes, tableau numérique, on parle de quoi exactement? Effectivement, c'est un terme très vaste. Donc, effectivement, tout le monde pense au tableau numérique. À travers les nouvelles technologies, au-delà du matériel, je pense que ce qui est intéressant, c'est les pratiques pédagogiques. Pourquoi utiliser les nouvelles technologies? Donc oui, on parle de tablettes, on va parler aussi dans les pratiques de classe inversée, on va parler de pédagogie différenciée, c'est un peu tout, c'est la technique, la technologie qui va aider à améliorer la pédagogie pour faire du rééquilibrage scolaire ce coup-ci. Alors je pense qu'il y a eu quand même des discussions avec les élèves, avec les parents. Comment justement ils ont accueilli cette proposition de justement créer un salon des nouvelles technologies? Tout le monde est emballé, à partir du moment où on peut créer un peu d'animation dans l'extrême nord, tout le monde est partant, aussi bien la mairie de Poum que les parents d'élèves et que les élèves et que l'équipe pédagogique du collège bien sûr. D'accord. Alors qu'est-ce qui va se passer réellement? Est-ce qu'il y aura des expériences? Qui va venir à ce premier salon? Qui va exposer? Alors le salon en fait est organisé en 2 temps. Il y a un temps qui est ouvert au tout public le matin, où c'est le salon des métiers et formations, donc qui est destiné à toute la population, même les jeunes en voie d'insertion qui ont arrêté l'école, qui cherchent leur voie. Ils peuvent venir assister. Il y aura beaucoup d'exposants qui seront là pour les informer, et en même temps, les familles pourront se rendre compte de ce qui existe, puisque l'école a évolué depuis le temps où ils y étaient, donc pourront prendre conscience de toutes ces nouvelles techniques. D'accord. Il y aura des expériences pour Voilà, ce sera surtout des démonstrations de matériel. Voilà. Et l'après-midi, ça sera un espace qui sera plus réservé aux professionnels de l'éducation, où là il y aura encore des démonstrations avec des débats
sur l'avenir des TICE et puis l'intérêt des TICE. Alors, quels seront les projets ensuite, après ce salon? Quel sera le suivi? Qu'est-ce que vous allez faire ensuite avec toutes ces informations qui seront emmagasinées par les élèves, par les professeurs, par les parents? En fait, l'objectif, c'est d'aider les établissements scolaires et les centres de formation, que ce soit les écoles primaires, les collèges, les lycées ou les autres centres, à monter leurs projets numériques. Voilà, puisque à l'heure actuelle, les établissements montent des projets et en fait, pour eux, c'est peut-être difficile d'aller trouver les informations, d'évaluer les différences entre les matériels qui existent. Donc l'objectif, c'est au niveau provincial d'aider les gens à structurer leurs projets. Et c'est pour ça aussi que nous invitons les élus, puisque c'est eux qui financent et qui décident, à venir à ce salon pour, par eux-mêmes, se rendre compte de tout ce qui est possible de faire en Nouvelle-Calédonie. D'accord, alors une petite invitation à la population de la province Nord pour venir justement à ce premier salon qui va se passer le jeudi 4 septembre. Alors ce sera où exactement? Alors c'est au village Chélo, c'est le site du festival Charabine ou de la fête de la mer de Poum, en bord de mer. Voilà. Combien d'exposants à peu près Alors au total, en comptant les lycées et les exposants informatiques, il y aura une trentaine d'exposants. D'accord. Alors un numéro de téléphone pour que les téléspectateurs puissent demander des renseignements s'il y a possibilité? Bien sûr, ils peuvent appeler le secrétariat du collège au 47 51 11 et Léo sera ravi de les renseigner. Alors à savoir que c'est une invitation pour tout public, donc quel est votre dernier message avant de terminer cet entretien? Forcément, donc j'invite les parents à venir d'une part parce qu'un projet d'orientation pour les enfants, ça se construit très tôt, donc ils peuvent venir pour puiser des idées. J'invite surtout les jeunes aussi qui ont arrêté l'école et qui sont un peu au bord du chemin à venir parce que bon, il existe tellement de choses pour eux, donc qui viennent et puis qui se rendent compte par eux-mêmes qu'il y a de l'avenir possible. Hein, c'est une question de volonté. Et puis forcément tout le personnel de l'éducation de la province Nord qui peut se déplacer à ce salon, ça serait bienvenu, puisque c'est pas facile d'organiser quelque chose à Poum, donc c'est bien s'il y a du public, ça va encourager les gens à revenir. D'accord. Lionel Dubourg, merci d'avoir accepté cette invitation. C'est moi qui vous remercie. Allez, on passe tout de suite à l'agenda du pays. Bonjour Davina, et comme tous les jours, tu es là pour nous donner des informations sur tout ce qui se passe dans le pays, animation, rendez-vous associatifs et compagnie. Bonjour Élise et bonjour à tous. Oui, comme tu l'as dit, c'est à peu près ça. Aujourd'hui encore, je fais de mon mieux pour vous tenir au courant de ce qui se passe dans le pays. D'ailleurs, on va commencer tout de suite avec le Centre culturel Chibao qui, tu le sais, organise en ce moment le festival One Dance. Ouais, on a pu déjà en parler avec Chloé. Moi, je voulais juste rappeler à la population que c'est jusqu'au 13 septembre. Que ça concerne Nouméa, mais aussi Yaté, Bourail, Koné et Comac. Donc pas d'excuses, tout le monde peut au moins participer à un spectacle de ce festival. Alors justement, il y aura des spectacles, on va dire, tous les jours, qui viennent du côté de Nouméa. Oui, là, le prochain rendez-vous à noter, c'est pour ce jeudi 4 septembre, du côté de Nouméa. Il y a la troupe Kowidim, donc les danseuses du bambou, là, qui viennent de Pombey, qui se produiront du côté de l'Université de Nouvelle-Calédonie. L'entrée est libre, donc n'hésitez pas. Si vous souhaitez avoir des renseignements, vous pouvez appeler le numéro qui s'affiche, le 41 45 45. Il y a aussi possibilité de trouver des infos sur FB, donc Facebook. Il suffit juste de taper Festival One Dance et puis on a toutes les infos. Moi, pour ma part, j'aurai l'occasion de revenir sur cette info la semaine prochaine pour vous rappeler les dates pour Koné et Comac. Voilà, donc n'hésitez pas à écouter l'agenda du pays. Et puis on parle expo, vente au profit de l'association Saint-Vincent-de-Paul du côté de Nouméa, justement. Tout à fait, Élise. Donc une exposition de meubles rénovés qui se tient jusqu'au 30 septembre du côté du hall du Méridien. À savoir, pour ceux qui veulent avoir des informations supplémentaires, que le numéro est le 26 55.
pour t'en parler un peu, en fait, pendant l'exposition, tu peux venir acheter les meubles et les bénéfices de cette vente iront à l'association Saint-Vincent-de-Paul pour qu'ils puissent continuer ce qu'ils font déjà en faveur des plus démunis. Voilà, c'est une bonne occasion de sortir pour acheter et puis décorer sa maison et faire de bonnes affaires. Voilà, chers téléspectateurs, pardon, il n'y a plus qu'à y aller. Donc, autre sujet important qu'on va aborder ensemble, je vais y arriver, c'est donc la santé du côté de Koumak. Oui, tout à fait, Élise, on parle santé avec l'Agence sanitaire et sociale et puis la DASPS qui organise donc en ce moment un programme de prévention des pathologies dues à la surcharge pondérale afin d'améliorer l'état nutritionnel et l'état de santé des Calédoniens. Et dans ce cadre, eh bien, il y a du côté de Koumak, il y a une opération qui est mise en place pour soutenir ce projet. Donc, cette opération s'appelle « Moins de sel, plus de goût ». À savoir que vous pouvez donc demander vos plats avec moins de sel, comme le dit le petit slogan. Il y a 7 restaurants de Koumak qui participent à l'opération, dont le fameux restaurant de l'ALP. Voilà, c'est dur, mais on va essayer de faire des efforts. Oui, le restaurant, donc tu le disais, d'application du lycée professionnel ALP de Koumak, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. Juste pour faire un petit rappel aux gens du côté de Koumak, que l'ALP est ouvert tous les jours à partir de 11h30 et que, en allant manger dans ce restaurant, on aide justement les jeunes qui se forment au métier de la restauration, comme de la cuisine d'ailleurs. Donc c'est un bon moyen aussi pour nous d'aider les jeunes. Donc on va dire qu'on mange bien d'ailleurs dans ce petit restaurant. Est-ce que tu as le menu justement de ce midi? Oui, alors pour ce midi, je sais qu'il sera servi donc des travers de porc à l'orange et au gingembre. En dessert, donc, il y a une tarte aux pêches et aux amandes. Notez qu'il faut réserver absolument pour que les élèves puissent se préparer à vous recevoir. Donc le numéro de téléphone pour ceux qui souhaitent réserver, c'est le 47 62 27. Voilà, si vous êtes du côté de Koumak, n'hésitez pas à réserver. Pourquoi pas. Et puis on va finir du côté de Poindimi. Oui, Élise, elle est émue, c'est pour ça. Donc on va du côté de la médiathèque de Poindimier où la compagnie Kidam présente le mini festival Pikinini. Ça se passera demain, mercredi 3 septembre de 13h30 à 18h. Au programme spectacle, atelier, voilà, de quoi occuper les petits qui se seront bien sûr inscrits au préalable. Voilà, Élise. Voilà, merci Davina. Merci Élise, à demain tout le monde. Allez, on retrouve Duke pour notre rubrique C'est bien de chez nous. Bonjour Duke, aujourd'hui on parle du métier de tourneur, donc on connaît un peu plus le tourneur fraiseur, celui qui fabrique un peu des pièces métalliques, mais on en sait un peu moins sur le métier de tourneur sur bois, donc ça fera l'objet du sujet aujourd'hui. Alors bonjour Élise, bonjour à vous à la maison. Alors comme tu le dis Élise, on en connaît beaucoup moins sur le métier de tourneur sur bois. Tu parlais de tourneur fraiseur, tout ça dans ton introduction, alors c'est un peu normal qu'on en connaisse moins parce que la matière bois ici au pays elle est un peu négligée, un peu laissée de côté. Et puis on va dire que les métiers genre tourneur, fraiseur, ça c'est des métiers qui ont su un peu s'adapter et tout ça. Et c'est des métiers qui sont maintenant, même s'il y a un petit côté artisanal, c'est des métiers qui sont très mécanisés, aujourd'hui même très informatisés. Tu sais. Alors on disait que les tourneurs ce sont des personnes qui fabriquent des pièces métalliques, tout ça, on dit aussi qu'ils font de l'usinage de pièces métalliques. Alors oui, comparer le métier de tourneur fraiseur au métier de tourneur sur bois, le métier de tourneur sur bois, il est resté très artisanal, très artisanal, Élise, pardon. Du coup, aujourd'hui, depuis quelques années, ce métier-là, cet artisanat-là, elle a beaucoup de mal à faire face aux grosses entreprises qui produisent à la chaîne des centaines de milliers de produits uniformes, tout ça. Du coup, voilà, avec tous les produits qu'on importe ici au pays, les gens ils consomment plus facilement la cuillère ou le bol ou l'objet qui coûte pas cher parce qu'il a été conçu par des grosses boîtes en Asie, par exemple, là où on parle souvent là où la main-d'œuvre elle est pas chère, quoi. Du coup, il y a des grosses économies d'échelle. Et puis nos petits artisans là, ils peuvent pas faire face voilà, ils peuvent pas faire face à tout ça. Et puis voilà, du coup, on arrive à une situation ici au pays où
voilà, on ne trouve plus que deux, on va dire ça. Deux tourneurs, personnes. deux D'accord. personnes qui exercent encore cette activité-là, pardon, deux tourneurs sur bois ici au pays, Élise. Alors les tourneurs sur bois, comme tu le disais, fabriquent divers objets, hein, tels que les saladiers, des supports de lampes, des cadres, et enfin des objets qu'on utilise un peu tous les jours, hein, des objets de décoration, des œuvres, et même des cuillères, on va dire, en bois. Lorsqu'on parlait justement de sculpture sur bois, dernièrement on évoquait le fait que beaucoup de métiers de bois tentent à disparaître. On va dire que c'est alarmant, on peut dire ça? C'est alarmant, mais on va dire que là, on en revient encore à... On n'exploite pas assez notre bois, on va dire ça. On n'exploite sûrement pas assez notre bois, enfin cette matière-là ici au pays, alors que voilà, la matière elle est plus qu'abondante. Il y a un gros travail à faire de ce côté-là. On importe beaucoup alors qu'on a la matière première. Et puis on en revient encore à la notion, plutôt au fait de l'uniformisation dans la consommation, quoi. On sait qu'on est guidé, orienté dans notre façon de consommer. Du coup, voilà, nous, ici au pays, on préfère, par exemple, acheter le t-shirt qu'on voit à la télé. L'Américain porte ce t-shirt-là, du coup, nous, on va le porter parce que c'est à la mode, plutôt que d'aller voir la maman à côté, maman couturière du pays, par exemple, qui coud, et puis on va lui acheter la petite tunique. Voilà, on préfère consommer du fast-food plutôt que de développer ou de mettre en place des structures où on pourrait consommer du poisson, du bio, du poisson par exemple fumé d'Iaï, ou des bananes poingo de Pueblo, ou je sais pas, du saucisson de cerf du pays, quoi. Et puis voilà, on préfère consommer tout ça au lieu de développer l'artisanat local, quoi. Et puis autre chose à dire aussi, c'est que ici au pays, on a ces métiers-là, ils tendent à disparaître, tous ces métiers artisanaux, là, comme le tourneur sur bois. Ici au pays, on a encore des établissements scolaires, les lycées, les collèges, qui proposent des formations jeunes, des formations par rapport au métier du bois. Aujourd'hui, on parle plus de la menuiserie, par exemple. C'est ça, les menuiseries. Mais on a le sentiment qu'on n'informe pas assez le jeune sur le fait qu'il y a d'autres métiers. Il y a d'autres métiers, puis surtout qu'ils peuvent, après leur diplôme, ils peuvent monter leur propre structure, être indépendants, monter leur propre entreprise, et puis développer ces petits métiers artisanaux-là qui ne nécessitent pas beaucoup d'investissement. Et puis voilà, surtout qu'on a la matière première aussi. Ouais. Et surtout que les métiers du bois, hein, comme tu le disais, on a justement la matière première, on ne gaspille rien du tout, hein, on utilise, après on réutilise. Et en termes de développement économique et développement durable, hein, surtout ces métiers-là sont bien adaptés à notre petit pays. C'est vrai, ces métiers-là, c'est des métiers qui travaillent de la matière noble, le bois, de la matière naturelle. Et puis d'ailleurs, tu parlais de développement durable et tout, là c'est un peu dans cette démarche-là que Eric Spinelli, c'est un des vraiment très très rares tourneurs sur bois qui sont encore en activité ici au pays. Puis d'ailleurs on l'a rencontré ce monsieur-là. Et puis il nous a guidés dans son atelier. Puis d'ailleurs je vous propose à vous à la maison qu'on se rende tout de suite dans son atelier, et puis on écoute et puis on le regarde faire, surtout regarde travailler la matière bois. Juste quelques mots sur sa matière première. Voilà, lui c'est un gars c'est un monsieur qui n'exploite que le bois du pays, quoi. Que le bois du pays, puis que des chutes, que du bois ramassé, il ne coupe pas d'arbres verts, tout ça. Du coup, voilà un peu la démarche dans laquelle il s'inscrit. Je te propose qu'on regarde ce petit reportage sans plus tarder. J'ai beaucoup de satisfaction de pouvoir toucher du bois, de pouvoir approfondir mes connaissances au niveau des végétaux qu'on a ici dans le pays. Je suis toujours curieux, moi, de voir l'intérieur du bois quand on l'a devant nous, voir comment c'est dedans. Donc je fais bien attention de ne pas couper des arbres vivants, bien que des fois je travaille des arbres verts, mais la plupart du temps ce sont des bois secs, morts. Et une grosse satisfaction, c'est ça, c'est de pouvoir me balader dans les forêts et d'aller plus ou moins à la cueillette, hein, comme la cueillette aux champignons, de trouver des essences un peu particulières, des formes très très particulières, et d'en tirer un maximum de plaisir en les travaillant.
C'est à partir de bois brut que je travaille. Je les découpe à la tronçonneuse, des fois avec une scie, ça dépend de ce que j'ai besoin et du déchet que je veux faire. L'avantage, c'est que ces bois-là, on les trouve par terre, ou parfois à la déchetterie, parfois des choses comme ça, ou lorsqu'il y a un élagage dans un coin. Je vais pouvoir maintenant diviser cette partie en deux pour faire deux belles toupies. Donc c'est parti. Et là, on fait attention, on veut une pointe bien centrée. Donc la dernière passe, on fait gaffe à la pointe de ne pas l'abîmer et on la veut comme ça, bien centrée. Donc là, j'ai fait la première étape et je vais tout de suite finir ça. Et avant de finir, je me suis dit, je vais lui faire quelques petites décorations parce que c'est rigolo. Donc je viens lui faire des petits liserés. Voilà, là j'ai fait une décoration. En gros, j'ai fait ma finition. Ensuite, j'aimerais avoir un côté très brillant. Donc ici, j'ai de la cire de carnauba. C'est une cire végétale et qui est la plus dure des cires qu'on va trouver sur le marché. Donc là, je vais tout simplement l'appliquer dessus. Et par frottement, ça chauffe un peu, donc ça pénètre. Donc là, on va avoir un aspect brillant. Donc maintenant, je vais avoir envie de lui faire la partie conique qui descend et la queue. Donc je me prépare un peu d'espace pour travailler. Voilà, là je me dis que c'est raisonnable. Et là, je vais travailler dans le sens opposé. Et je me rapproche. Et là, on sent que c'est en train de vibrer, donc on est vraiment très fin. Ok, là, je viens de finir une autre partie, là. Maintenant, je vais m'occuper de la partie qui va nous permettre de le maintenir et de le faire tourner. Là, on constate que j'ai mis mon bédane à l'envers. La coupe est propre de cette manière-là. Le biseau d'affûtage est inversé, donc on a une meilleure coupe. Un peu plus délicat à tenir, mais c'est une bonne coupe. Là, je nettoie cette coupe-là et je reprends ma gouge pour terminer l'ouvrage. On peut aller très fin. Ok, je vais avoir besoin d'un peu plus de place. Je me remets à l'envers. Et là, je viens fignoler la petite queue là. Voilà. Et je vais l'arrêter à peu près ici. Pour marquer la différence, bon, j'ai de la cire normale, on va dire, de la cire en caustique. C'est un peu durci, mais enfin bon, ça ira. Et là, je vais l'appliquer dessus, tout doucement. Voilà. Voilà. Là, j'en ai mis partout et je vais venir lustrer maintenant. Donc, je laisse suffisamment longtemps pour que ça chauffe et que ça fasse pénétrer la cire. J'appuie pas trop parce qu'au stade où on en est, c'est très fin. Si j'appuie trop, ça pète. Et maintenant, il va falloir la couper. Pour la couper, je vais prendre la plane. La plane, pourquoi? Parce que c'est un des outils les plus fins que j'ai pour aller faire cette finition-là. Là, on voit que je suis très très fin. Je viens de l'autre côté. Là, je suis extrêmement fin.
Ok. Et maintenant, comme j'ai pas envie qu'elle s'en aille, je vais venir par-dessus et je vais la tenir et je tiens ma plane pour m'aider à la guider quand même parce que c'est très fin. Et je vais lui donner le coup décisif. Voilà. Un jouet fait en Nouvelle-Calédonie avec du bois d'ici. Donc c'est déterminant, c'est de bien faire la pointe et puis de ne pas faire vibrer trop le bois quand vous le travaillez, de manière à ce que tout soit assez axé, soit assez centré. On a quand même des différences de densité d'un cercle de veinage à l'autre, donc il y a quand même un peu de balourd. On n'est pas sur un bois qui est complètement dense, régulier, donc on a forcément un peu de balourd. Ça marche aussi dans l'autre sens. Un gros message énorme, c'est de planter des arbres pour l'avenir. Il ne faut pas hésiter à faire ce genre d'action-là. Tout ce qui est pour aider la nature, ce serait vraiment génial pour nous qui travaillons avec des bois bruts. Voilà, on dit bon courage à Eric. Et puis pour ces petits métiers artisanaux, il faut donc aller en France puisque le pays ne propose pas justement de cursus spécifique pour développer justement ou pratiquer ce métier de tourneur sur bois. Oui, surtout pour pratiquer tous ces petits métiers artisanaux, tourneurs sur bois, tailleurs de pierre. Puis la question qui se pose à travers ce fait-là, c'est voilà, vers quel développement nos dirigeants, nos politiciens vont ou plutôt conduisent en ce moment le pays. Est-ce qu'ils vont nous conduire vers un développement qui va permettre plus tard, ou même aujourd'hui, va permettre à nos jeunes ici, aux enfants du pays, aux gens du pays de consommer, de servir de la salade, par exemple, dans un saladier fabriqué en bois d'ici, en cohue, ou par des gens d'ici avec un savoir-faire développé ici, quoi, plutôt que d'aller voilà, utiliser des produits importés, fabriqués par des grosses boîtes en Chine ou dans d'autres pays asiatiques où les gens sont carrément exploités, tout ça. D'ailleurs, voilà un des genres de petits produits que Eric Spinelli nous propose. Là, il nous a offert ça. C'est une petite boîte dans laquelle on peut mettre nos piles, Élise, là, les piles de nos micros. Après, on pourra déposer ça à Tricodec. Oui, puis voilà un peu la question qui se pose à travers ça. C'est est-ce qu'on va continuer à consommer que des produits importés? Est-ce qu'on va s'uniformiser complètement et par rapport à la consommation. Voilà, donc avec nos propres matières premières, oui, voilà, pour pouvoir développer nos activités. Un message à passer aux autorités. Merci. Merci Élise, puis merci encore à vous à la maison de nous avoir suivis. Puis supporter nos artisans locaux. Voilà le message encore. Voilà, c'est sur ces mots qu'on finit cette chronique. Merci Duke. Et on retrouve Anna pour notre rubrique On s'occupe de vous. Merci Élise. Bonjour Anna, nous te retrouvons pour une nouvelle rubrique et nous parlerons d'un problème douloureux, mais hélas bien présent ici, c'est le problème des addictions. Bonjour Élise, bonjour à tous. C'est en effet le thème du jour et je commencerai par préciser d'abord qu'il faut distinguer les termes addiction, conduites addictives et addictologie. Pour commencer par l'addiction, eh bien, on la définit comme une dépendance physique ou psychologique à une substance ou à un comportement d'ailleurs. C'est lorsqu'on parle d'addiction lorsque la personne en fait n'arrive pas à gérer sa consommation. Elle est prisonnière du produit psychoactif, ça peut être de l'alcool, du tabac ou du cannabis par exemple, ou alors d'un comportement qu'elle n'arrive plus à maîtriser. Ça peut être le jeu. Ça peut être aussi des achats compulsifs, on a un besoin d'acheter, on ne peut plus s'arrêter. Et les conduites addictives, c'est quoi alors? Alors les conduites addictives, ce sont les consommations ou les comportements problématiques. Au départ, c'est la recherche du plaisir, on consomme par plaisir. Mais après, ça peut aboutir à des problèmes, donc ça peut devenir problématique et c'est là qu'on parle d'addiction. Donc c'est à nous de trouver la frontière entre ce qui est normal et puis ce qui devient problématique. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est l'addictologie?
Oui, Elise. Alors la dictologie, c'est tout simplement la discipline qui prend en compte l'étude des conduites addictives et des addictions. Et elle s'intéresse à l'être humain, à son histoire et aussi à son milieu. D'accord. Alors comment est traité le problème au pays? Alors il y a plusieurs actions qui sont menées aussi bien par l'État que par la Nouvelle-Calédonie, par les provinces aussi. Et les mairies aussi font beaucoup de choses, et puis même les associations. Alors, par exemple, il y a eu l'interdiction de vente d'alcool le week-end. Il y a aussi la mise en place d'un suivi pour les personnes qui sont donc soumises à des addictions. Donc, ils ont une obligation de suivi. Et de soins, surtout. Et puis, il y a aussi l'interdiction dans les lieux publics, l'interdiction de fumer. Oui. Voilà un peu le type d'actions qui sont menées ici au pays par rapport aux addictions. Et on peut voir que plusieurs actions sont menées par les institutions, les associations aussi œuvrent beaucoup dans ce sens-là. Je pense en particulier à l'APA, donc l'association pour la prévention des abus d'alcool. Cette association bouge beaucoup et par exemple fait des interventions à la demande justement des chefs d'entreprise pour aborder les questions d'alcool au travail, par exemple. Oui, voilà, ça c'est un des exemples des actions qui sont demandées par les associations. Et puis il y en a beaucoup d'autres qui œuvrent toujours dans ce sens. Et donc pour en savoir un peu plus sur ce qu'est le problème des addictions, comment ça se soigne, où, avec qui, etc. Donc je suis allée à la rencontre d'un médecin addictologue qui était donc en consultation dans le Nord. Et là, ça se passait ce jour-là au dispensaire de Wailou. Alors je te propose de regarder le reportage. Je crois que je vais prendre un double jaune avec un petit glaçon, s'il te plaît. Faudrait savoir ce que tu veux, faudrait savoir ce que tu veux. Ou peut-être un vitellement, ou peut-être un vitellement. Les problèmes d'addiction, c'est les problèmes de dépendance que certaines personnes peuvent avoir par rapport à des produits, par rapport à des consommations de produits, des consommations excessives. Ça concerne l'alcool, ça concerne le cannabis, ça concerne le tabac, mais on peut élargir le problème. Ça peut concerner l'alimentation, par exemple, d'autres produits comme le cava. Ça peut aussi concerner des comportements qui sont excessifs, des comportements de jeu pathologiques, d'achat pathologique. Donc là, il n'y a plus de produits, mais il y a quand même des comportements excessifs dont les gens sont dépendants et qui, au bout du compte, vont les rendre malheureux. Et donc nous, on est là pour essayer de les aider à reprendre le contrôle d'eux-mêmes dans le cadre de ces comportements et de ces consommations. Bonjour, monsieur, c'est la première fois que vous venez ici. Oui. C'est ça. Donc je vais vous ouvrir un dossier, et puis je vais vous poser un certain nombre de questions. Et puis on va s'occuper du problème qui vous amène. D'accord ? Un patient arrive, on commence par faire sa connaissance et par écouter son problème, par écouter sa demande, ce qu'il a envie de faire, ce qu'il a envie de nous dire. On lui demande aussi de décrire quel est son problème, quels sont ses comportements, ses consommations, dans quel cadre ça se passe. Et tout ça, c'est pour essayer de mieux comprendre en fait ce qui est en jeu. Parce que souvent, derrière ces comportements, il y a des problèmes qui sont cachés. Les gens ne boivent pas de manière excessive pour rien. Les gens ne fument pas de manière excessive pour rien. On ne devient pas dépendant sans qu'il y ait quelque part une cause à rechercher. Et si on veut aider ces gens à pouvoir contrôler leur consommation, c'est important de savoir qu'est-ce qu'il y a en dessous, de savoir repérer leur mal-être et d'essayer de les aider à prendre en charge toutes ces problématiques. Et à partir de là, une fois qu'on a fait un peu le bilan de leur situation, on peut s'orienter soit vers des prises en charge médicamenteuses, des traitements pour les aider à se débarrasser de certains comportements, de certaines consommations, soit des prises en charge plutôt psychothérapeutiques pour les aider à mieux gérer leur mal-être, à être moins dans l'angoisse, dans la colère, qui sont souvent des motifs de consommation de produits. Ceci dit, les médicaments ne font pas tout, c'est juste une part de notre activité. Il n'existe pas de médicament miracle, il n'y a pas de potion magique pour s'arrêter. C'est une aide et en même temps, il y a tout un travail psychologique à faire en parallèle. Les consultations qu'on réalise dans le cadre des dispensaires sont gratuites.
sont gratuites et bénéficient de la plus totale confidentialité. Bien sûr, tout ce qui se dit au sein du dispensaire, ça reste entre le patient et le médecin ou l'infirmier qui va s'en occuper. Personne ne va savoir que monsieur a un problème d'alcool ou que monsieur a un problème de tabac. Ça reste entre nous. Donc ça bénéficie d'un anonymat, d'une confidentialité et d'une gratuité. Et tout ça parce qu'on considère que c'est des problèmes qui sont suffisamment importants pour qu'on mette tout ça à la disposition des gens pour qu'ils viennent se faire aider. On incite tous les gens qui peuvent se questionner sur d'éventuelles dépendances à des produits ou à des comportements à venir nous consulter pour en parler avec nous, soit pour être rassurés sur le fait qu'il n'y a pas de problème particulier, soit pour être aidés, accompagnés pour arriver à se débarrasser de comportements qui au bout du compte sont handicapants dans la vie, rendent malheureux beaucoup de gens, entraînent des conséquences qui peuvent être désastreuses, voire mortelles. Je veux dire, ça vaut le coup que les gens prennent soin d'eux-mêmes et viennent se faire aider. Voilà, bien sympathique, ce médecin. Ça se voit qu'il il aime son travail, quoi. C'est vrai. Alors, comment bénéficier justement de ces consultations et où s'adresser? Alors que vous soyez dans le sud, dans le nord ou même dans les îles Loyauté, je vous conseille de vous rapprocher déjà de votre médecin traitant qui pourra vous orienter. Et puis vous pouvez aussi demander conseil à l'assistante sociale de votre secteur ou dans les dispensaires ou même dans les écoles. Il y a des assistantes sociales dans les écoles, donc vous pouvez aussi les aborder. Et puis si vous avez besoin d'aide, que ce soit pour vous-même ou pour quelqu'un de votre entourage, eh bien des professionnels peuvent vous aider, donc ça il faut le savoir. N'hésitez pas à vous renseigner. Et puis quelques numéros de téléphone. Alors il y a le service de prévention qui se situe à Nouméa. Vous pouvez les contacter au 25 50 61. Si vous êtes dans le nord, il y a une antenne du côté de Koné, alors le 42 58 85 pour les contacter. Et puis retour sur Nouméa avec Déclic. Alors là, ce sont des consultations pour les jeunes usagers de 12 à 25 ans et le numéro est le 25 50 78. Voilà, Élise, un peu pour les numéros de téléphone. Merci Anna pour toutes ces informations et ces conseils. On te retrouve prochainement pour une nouvelle rubrique. Avec plaisir. Voilà, on passe tout de suite à notre rubrique Fin Bon. Alors, pour vos soirées fraîches, je vous propose une croûte savoyarde. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est du pain, du fromage et des œufs et d'autres ingrédients que vous allez découvrir dans le reportage qui suit. Et une solution, si vous avez beaucoup de pain, eh bien, vous pouvez l'utiliser dans cette recette que je vous propose de regarder tout de suite. Bonjour, aujourd'hui je vous présente la croûte montagnarde. Donc, ce qui consiste avec du pain, de l'ail, de la mignonnette, donc du poivre concassé, du vin blanc, des oignons confits, du reblochon qui vient de Savoie et du fromage à raclette qui vient de Savoie également, ainsi que de la crème liquide. Donc, pour commencer, nous allons prendre des tranches, on va compter 2 tranches de pain par personne, où nous allons disposer un petit peu d'ail confit, sur toutes les tranches. Voilà pour ça. Ensuite, nous allons prendre un peu de mignonnette qu'on applique directement sur les tranches de pain. Donc la mignonnette, c'est du poivre noir concassé. Donc vous pouvez l'obtenir avec un moulin à poivre également. C'est comment ça décuple en fait les arômes du poivre. Donc ensuite, nous allons prendre 2 plats. Nous allons disposer les 2 tranches de pain par personne, donc ce qui correspond à une portion. Hop, voilà.
Ensuite, nous allons y appliquer et imbiber les tranches de pain avec du vin blanc. Faut pas hésiter à mettre beaucoup de vin blanc, parce que c'est meilleur avec le vin blanc. Voilà pour ça. Ensuite, nous allons disposer quelques oignons confits. Donc les oignons confits, des oignons qu'on a fait revenir gentiment à feu doux, histoire de leur donner une bonne coloration pour que le sucre ressorte également. Donc là, on va disposer un peu d'oignons confits sur les tranches de pain. Hop. Voilà qui est fait. Et donc ensuite, la croûte montagnarde, donc ça se passe avec du fromage. Donc là, on a du reblochon qui vient directement de Savoie. Hop, je vais pousser ça un petit peu. Donc on va disposer le reblochon sur le pain. Un petit peu à côté également, parce que tout à l'heure, il va fondre. Il faut être généreux en fromage, hein. Ça reste un produit de montagne. On va mettre un petit peu ici. Donc voilà pour ça. Et ensuite, nous avons du fromage à raclette, qui vient également de Savoie. Donc là, nous allons disposer notre fromage à raclette sur le dessus. Hop, voilà comme ça. Voilà pour ça. Et là, nous allons arroser avec un petit peu de crème liquide. Voilà pour ça. Et ensuite, nous allons mettre ça directement au four. Donc on va mettre ça dans un four qui est relativement chaud, 250 à 250 degrés, c'est pas mal. Pour un four ménager, on va dire 220 degrés. On va partir sur une cuisson environ 8 à 10 minutes, que ce soit bien coloré et que le vin blanc et la crème ont bien imbibé le pain. Et puis après, on verra ça à la sortie du four. Donc on va les mettre au four. On va les mettre bien haut pour que ça grille bien. On a une belle coloration. Et voilà. Et donc là, on va partir sur une cuisson pendant 8 à 10 minutes, histoire que tout se colore bien et que la magie se passe. Donc voilà, après 8 minutes de cuisson, hop. Voilà. Donc voilà, ensuite on va y poser une petite salade sur le côté. Voilà. On va y mettre un peu de vinaigrette. Voilà pour ça. Donc là ensuite on va mettre un petit effiloché de jambon cru.
Et un peu pour la déco, pour la couleur. On va y mettre un peu de chou rouge. C'est bien plus appétissant. Donc voilà les croûtes savoyardes. Je vous souhaite un bon appétit. Bonjour Marie-Hélène, alors organiser la scolarité d'un enfant sourd et malentendant ne doit pas être évident, ça c'est sûr. Alors est-ce que tu as des informations à nous transmettre à ce sujet ? Oui, bonjour Élise et bonjour tout le monde. Alors c'est vrai que lorsqu'on a un enfant sourd ou malentendant, voilà, c'est pas simple. Mais oui, Élise, il existe bien évidemment des possibilités de scolarisation. Alors on parle justement, tu sais, de ces fameuses classes spécialisées qui sont dédiées donc aux enfants qui ont des troubles des fonctions auditives. Alors il faut savoir aussi que ces classes spécialisées, que l'on appelle les CLIS, les fameuses classes d'inclusion scolaire. Exactement, d'inclusion scolaire, et ben, ce sont ces classes-là qui concernent aussi tous les autres enfants qui ont des troubles ou d'autres déficiences moteurs ou psychiques. Alors cela passe bien sûr par la CEJH, la Commission pour les enfants et les jeunes handicapés. Ben, en fait, c'est vrai qu'avant de scolariser l'enfant, il faut que le handicap soit reconnu en fait par cette fameuse commission dont tu viens de parler. Donc il faut en faire la demande et puis attendre effectivement la décision de la commission. Alors il faut un taux minimum de handicap ? Oui, il faut que cet handicap il soit au minimum de 50%, voilà, pour pouvoir être déclaré comme étant vraiment enfant handicapé. Alors une fois le handicap, on va dire, reconnu, comment font les parents ? Est-ce qu'il existe justement une association pour les aider ? Alors oui, c'est vrai qu'il existe une association, l'association pour les sourds, qui existe depuis une quinzaine d'années. D'ailleurs, il me semble que tu avais reçu... Oui, monsieur Mouledou. Voilà, exactement. Studio, en invité du jour. Voilà, donc c'est le président de l'association. Il est bien évidemment là pour aider les parents, pour accompagner aussi lors de la scolarisation. Voilà, lorsqu'il y a un projet qui est défini. Et puis, il faut savoir aussi qu'une fois que les parents donc, ont l'autorisation de scolariser leur enfant parce qu'ils ont ce taux d'handicap reconnu, et ben, ils appellent tout simplement le directeur d'une école primaire ou le chef d'établissement d'un collège pour savoir quelles sont les possibilités proposées, soit en classe spécialisée, soit en classe ordinaire. Et après, l'inscription, elle est classique. Alors, comme il existe justement plusieurs types de classes spécialisées, dis-nous quel type de CLIS accueille les enfants sourds et malentendants ? Eh ben, c'est la classe CLIS de type 2. D'accord. Voilà, c'est comme ça qu'on l'appelle. Alors, aujourd'hui, il y a donc une classe en primaire, une classe à l'école primaire, de Poindimier, en province Nord, qui accueille 5 élèves. Alors, tu en as 3 qui viennent de Waiaguet. Tu en as un autre qui vient donc de Montfaoué, un autre de Netchao. Donc en fait, ça va faire Netchaot, pardon. Merci Elise pour la prononciation. Et puis il va y avoir un sixième élève. Alors c'est une petite fille en fait qui vient pour le moment plusieurs fois par semaine et elle habite carrément du côté de Wailou. Alors comme les enfants n'habitent pas la porte d'à côté, où est-ce qu'ils logent la semaine ? Eh bien, heureusement, Élise, il y a des familles d'accueil qui sont là pour les enfants. Ils s'en occupent pendant la semaine. Et puis le week-end, les enfants rentrent à la maison. Alors ce qu'il y a de bien, c'est qu'aujourd'hui, il existe donc au collège Raymond Vautier, donc à Poindimier, une ULIS. Tu sais que c'est la classe spécialisée en milieu secondaire. Donc ce qui permet aux enfants qui sont aujourd'hui scolarisés en primaire de poursuivre leurs études. C'est chouette. Voilà. Et comment cela se passe justement en province sud ? Eh bien, juste avant, je voulais préciser le petit sigle d'ULIS, Élise. Ah oui, c'est vrai, les super sigles. Voilà, le retour. Alors, il s'agit d'unités localisées pour l'inclusion scolaire. D'accord. Alors, maintenant qu'on sait ce que ça veut dire ULIS, en province sud, ça se passe comment ? Alors, en province sud, si tu veux, il y a des établissements qui accueillent aussi les enfants. Donc, par exemple, il y a le collège de Normandie, il y a le lycée Petro Attiti. Il est également possible, avec l'accompagnement donc, de l'association pour les sourds, d'avoir une scolarisation au centre de formation des apprentis à Nouville. Et puis, il y a également... non, c'est tout, voilà.
D'accord. Alors on peut dire justement que les choses évoluent, hein. C'est plutôt bon signe, on va dire, pour les parents. Bah oui, parce qu'ils espèrent en fait que leurs enfants vont un jour peut-être pouvoir exercer la profession dont ils rêvent, quoi. En tout cas, qu'ils souhaitent. Donc c'est vrai que c'est beaucoup d'espoir pour ces parents-là. Et puis les choses ont beaucoup changé, tu sais, depuis la loi sur le handicap. Donc aujourd'hui, c'est un peu à l'établissement de s'adapter, voilà, aux troubles de l'enfant. Alors pour comprendre, tu vas carrément nous emmener au cœur d'une classe pour justement comprendre tout ce que tu nous as dit en amont. Exactement, on va se rendre tout de suite donc, à l'école primaire de Poindimié grâce à la caméra donc, de Anna Chiron. C'est tout de suite. Je m'appelle H-A-I-L-E-Y Aïlé. M-A-E-L Ismaël R-E-L-Z-O Lorenzo. T-A-L-G-U Andy. J'enseigne le français, les mathématiques, toutes les matières, mais de manière adaptée pour les enfants sourds et malentendants. Donc toutes les leçons, on est obligé de combiner du français avec de la langue des signes pour qu'ils puissent bien apprendre. Je travaille avec une binôme qui est elle-même sourde. C'est elle qui va leur apporter la grammaire de la langue des signes que moi je ne peux pas me permettre de le leur apporter puisque je ne suis pas signante bilingue à 100%. Non. Les gros chiens. Il y a une signification pour toute chose, toute phrase qu'on veut, si on veut communiquer. Tout. Ben, c'est une langue à part entière. On dit langue des signes et pas langage des signes, comme c'est un amalgame qu'on entend parler souvent. Donc on apprend la langue des signes où on voit que la grammaire de la langue des signes est différente de la grammaire française. On ne les place pas de la même façon. Et que deuxièmement, j'apprends à ce qu'ils travaillent les expressions du visage pour être plus compréhensible au niveau de la langue des signes. Et ensuite, au niveau de la lecture, je les aide à pouvoir comprendre la lecture. Je travaille depuis longtemps, j'aime ça. C'est assez calme. Pourquoi? Parce que les élèves sourds sont comme moi. Arrête. Non, puis comme ça. On a souvent l'amalgame de dire sourd et muet, alors que ce n'est pas le cas. Ils sont sourds peut-être, mais ils peuvent oraliser, puisqu'ils sont capables de produire des sons. C'est juste que c'est un long apprentissage de combinaison à faire. Et c'est souvent le cas quand on va entendre des sourds profonds oraliser. On a l'impression que c'est une personne qui parle en langue étrangère, puisque c'est comme si elle avait, il lui manque des sons, qu'elle est sourde. Qui a mangé la mangue? Qui a mangé la cuillère? Pour apprendre la lecture, nous, vous pouvez voir derrière moi, je leur apporte une méthode. Donc c'est la méthode Borel-Maisoni. Chaque son correspond à un signe gestuel qui va leur permettre de mieux
essayer de prononcer ce son. Par exemple, le son V, je fais le V, mais ils vont aussi voir que les lèvres se touchent et puis que ça fait le son V. Tiens, regarde là, ça vibre. Quand je leur apporte les nouveaux signes en mombourel, je leur fais aussi, entre guillemets, oraliser pour essayer d'extérioriser le son. Et même s'ils n'y sont pas très proches, c'est pas grave. Moi, je voudrais un son qui s'y rapproche le maximum. Ils vont essayer de le reproduire en me touchant au niveau du visage et de la gorge pour pouvoir, eux, essayer de reproduire le son par rapport aux vibrations qu'ils vont sentir ici. Très bien, c'est bien. C'est un grand travail depuis la naissance qu'il faudrait faire. Et c'est le problème ici, c'est qu'il faudrait qu'on ait des heures d'orthophonie tout le temps. Parce que là, au bout de 3 ans, avec eux, la plupart, ils sont capables de me faire des mots. Le ta, 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 ta. Donc ça va être là. Ça bouge, ça vibre. Pas comme ça. Donc avec du temps, la patience et beaucoup d'entraînement, ça peut nous donner un prénom comme ça. Renzo. Regarde là-bas. Oui et non. Oui. Non. Ils ont plus de facilité à apprendre dans les matières scientifiques, comme les mathématiques, les sciences. Après, selon les enfants, il y en a qui vont aimer le français, donc ils vont apprendre les mots assez facilement, ils n'auront pas de problème. Et d'autres qui n'aiment pas du tout les mots. Donc moi j'en ai un, il est très fort en mathématiques et pas du tout en français. Et un autre qui est assez bon en mémorisation des mots et pas du tout en mathématiques. Donc voilà, on a un profil de classe ordinaire, si on veut, en plus de leur surdité. Avant, en 2007, je faisais la route jusqu'aux tribus, jusqu'à Netchaot, pour aller voir Ismaël en classe de maternelle. Je lui ai enseigné la langue des signes, mais c'était difficile pour lui de signer. Et lui, il pensait qu'il était tout seul à signer. Ils pensaient tous qu'ils étaient tout seuls. Et quand ils se sont rencontrés, ils ont compris que ça leur servait en fait la langue des signes pour communiquer entre eux et qu'ils n'étaient pas tout seuls. Puis maintenant, c'est des vrais pipelettes, ils ont l'habitude de parler, de communiquer en langue des signes. On travaille sur différents projets, ce qui permet d'élargir leur vocabulaire et leurs connaissances, et de pouvoir travailler sur d'autres choses que des mathématiques et du français. Voilà, c'est un reportage très émouvant, voir tous ces petits en train d'essayer justement d'apprendre malgré leur handicap. Notre en communication avec les autres, on va leur dire chapeau et bon courage. Oui, c'est clair. Hein. Mais tu sais que le directeur justement de l'école primaire là, de Pointe-d'Imier, il disait que peut-être d'ici 2 ans, cette fameuse classe CLIS risque peut-être de fermer ses portes. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas d'autres enfants, si tu veux, sourds qui ont été recensés. Donc, s'il n'y a pas d'enfants, il n'y a pas de classe. Quoi. Alors, il existe justement 2 façons de communiquer avec les enfants sourds et malentendants. Est-ce que tu peux nous rappeler ces 2 techniques? Oui, alors il y a la communication, si tu veux, gestuelle qu'on connaît tous. Hein. La fameuse langue des signes. Des langues des signes, oui. Voilà, alors elle est souvent connue sous le sigle de LSF. Alors si tu veux, c'est une langue à part entière, hein, avec sa propre grammaire. Voilà, donc tu sais que voilà, du coup, ça n'a rien à voir avec la langue que l'on parle en fait, hein, le français. Et si tu veux, il y en a donc une deuxième, hein, que l'on appelle la langue parlée complétée, qui est connue donc sous le sigle de LPC. Alors celle-ci justement, elle diffère parce que justement, les gestes sont accompagnés de la parole. Donc, il y a prononciation des mots et l'objectif, c'est que la personne sourde parvienne aussi à parler. Parce que c'est pas parce qu'on est sourd qu'on ne peut pas s'exprimer, en fait.
D'accord. Et puis justement, c'est à la famille en fait de choisir le langage approprié. Et bien oui, celle avec laquelle elles se sent la plus à l'aise. Et puis comment on perçoit aussi l'handicap de la personne qui fait partie de notre famille, quoi. D'accord. Et ça doit un peu être, on va dire, difficile parce que Monsieur Mouledou, justement, qui est président de cette association, disait que il y a les langues des signes, il y a la langue française, il y a la langue des signes, il y a la langue anglaise. Alors ça, c'est un autre sujet qu'on pourra aborder dans cette chronique. Oui, pourquoi pas. Ouais. Alors, une association justement pour les sourds, on disait APS, existe depuis 15 ans. J'ai entendu dire qu'au niveau accompagnement, les choses pouvaient être proposées. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, alors si tu veux, le souhait de l'association, c'est justement de permettre à des professionnels de la communication en fait, d'accompagner l'enfant en classe ordinaire ou en classe spécialisée. Parce que pour eux, si tu veux, être vraiment, je dirais, professionnel dans ce domaine-là apporte un plus à l'enfant qui est victime de troubles auditifs parce qu'elle va mieux connaître son univers. Faut pas oublier quand même qu'il ne connaît pas l'univers sonore. Bah oui, n'oublions pas que le monde, on va dire, le monde sonore leur est carrément étranger. Quoi. Bah exactement. Et puis même les mots, si tu veux, ils ne les comprennent pas de la même manière que nous. Oui. Parce qu'en fait, nous, on a la chance voilà, de ne pas avoir de handicap et puis d'avoir du coup entendu notre maman nous parler ou l'environnement parler la langue que l'on va par la suite maîtriser. Donc du coup, il y a comme un héritage, tu vois. Ouais. Et ça aide. Et les professionnels de communication interviennent déjà dans les classes? Oui, oui. Alors en province sud, ça se passe comme ça. Et puis les choses... Voilà, pour l'instant, en province nord, doivent se mettre en place. Alors c'est vrai que l'association a vraiment envie de le faire. Maintenant, c'est plus une question, si tu veux, de manque de personnel et puis également de financement, si les choses devaient aller beaucoup plus loin. Mais c'est vrai qu'elle aurait envie qu'il y ait une permanence de l'association et puis d'être beaucoup plus présente, quoi. Mais bon, ça va se faire. Et puis justement pour les parents qui puissent se renseigner, où est-ce qu'on peut appeler, où est-ce qu'on peut se renseigner justement? Alors oui, il y a un numéro de téléphone Élise, le 23 65 16, vous pouvez donc les joindre sans problème ou appeler le portable suivant 79 09 29 et puis il y a également un site internet Élise qui est aps.nc. Bien évidemment vous précédez cette adresse là des 3 W. Et puis je voulais aussi rajouter Élise qu'il y a une démarche si tu veux d'information que souhaite organiser l'association. C'est pour que voilà on soit informé des métiers en fait en lien avec tout cet univers là pour peut-être demain que des gens du pays deviennent des professionnels de la surdité. Voilà, mais qui sait? Merci Marie-Hélène. À tout à l'heure pour la rubrique utile et pratique. À tout à l'heure pour la rubrique utile et pratique. Alors Élise, pour ce nouveau petit rendez-vous, je vais te parler en fait de la deuxième classe préparatoire qui est donc au lycée du Grand Nouméa. Voilà, alors il s'agit de la prépa ECT, encore un sigle, alors qui signifie économique et commerciale option technologique. Alors, quels jeunes peuvent être intéressés par cette prépa ECT? En fait, ce sont les jeunes qui sont donc titulaires d'un bac sciences et technologies du management et de la gestion, que l'on connaît sous le sigle de STMG. Alors, au programme, si tu veux, de l'économie, forcément, du droit et puis de la gestion. L'idée, c'est bien évidemment que les jeunes, en fait, acquièrent une solide culture générale. Alors, tu sais que les candidatures, elles se font donc sur dossier et donc c'est dès maintenant qu'il est possible de déposer un dossier puisqu'on est au mois de septembre. Alors, pour les terminales, il faut qu'ils s'adressent en fait au secrétariat de leur établissement. Donc, n'hésitez pas à vous y rendre, les jeunes. Et puis, vous pourrez aussi télécharger donc le dossier sur le site du vice-rectorat. Voilà. Ensuite, tu sais comment ça se passe, Élise? Il y a une commission qui va se réunir au lycée du Grand Nouméa et ils vont choisir les candidats. Il y a 24 places de disponibles. Ok. Alors, combien de temps durent justement ces classes prépa? Alors, celle-ci, elle va durer 2 ans. Alors, voilà, ils vont travailler l'analyse en économie, en gestion, c'est sûr. Il y a aussi de la sociologie et également de l'histoire. Bon, si tu veux, ce type d'encadrement, il est là pour permettre aux jeunes d'acquérir une bonne méthode de travail, voilà, et puis d'avoir une solide culture générale pour se préparer donc au passage de concours, puisque l'idée, c'est après d'entrer dans des grandes écoles de commerce et de gestion, Élise. Alors, pourquoi tenter justement sa chance dans une prépa?
Eh ben, si tu veux, l'objectif c'est ensuite de pouvoir occuper un poste d'encadrement en fait, hein, dans le domaine donc, du commerce, de la finance, dans le marketing également, ou bien dans le commerce international. Alors à la fin de la deuxième année, si on n'a pas eu, si tu veux, un accès, si on n'a pas réussi plutôt le concours d'entrée à une grande école de commerce, on peut se rediriger en fait vers l'université et puis entrer en licence. Alors pour cela, si tu veux, il va falloir en fait faire valider ses acquis qui sont comptabilisés sous forme de crédit et puis poursuivre ses études dans une autre voie d'orientation, on va dire ça. Alors à noter, tu sais que le sigle qui est souvent utilisé, tu sais, donc, sur ces documents là qui détaillent les orientations est composé de 4 lettres. C'est j'oublie, CPGE. D'accord, alors qui veut dire classe préparatoire aux grandes écoles. Alors, est-ce que être un bon élève justement suffit pour entrer dans un CPGE? Eh ben, si tu veux, il faut de bons résultats scolaires, voilà, donc avoir des bonnes notes d'à peu près toutes les matières. Il faut bien évidemment avoir envie de poursuivre des études longues, et puis il faut avoir aussi le goût de l'effort, être curieux, et puis voilà, être organisé, ça peut aussi aider. Alors justement, entrer et poursuivre des études de ce type, ça doit être coûteux? Eh ben non, figure-toi. Ah bon? Ben ouais, parce que la formation, comme elle est dispensée dans un lycée public, le lycée du Grand Nouméa, il suffit simplement de payer les frais en fait de scolarité qui s'élèvent à 25 000 francs pour l'année. Donc voilà, et figure-toi que dans ce prix-là, il y a même le coût des activités sportives, donc c'est sympa. Et puis, parce que faut faire du sport quand même quand on est dans ce type de préparation, voilà. Et puis, exactement. Et puis, il y a également un internat. Donc les jeunes qui habiteraient les îles ou le Nord, ils pourront dormir sur place. Voilà, donc désormais en Calédonie, les jeunes peuvent postuler à l'entrée des 3 classes prépa. Eh bien oui, tu as raison Élise de le souligner, désormais il y a 3 classes prépa, donc je vais les rappeler quand même. Il y a donc la prépa donc aux écoles d'ingénieurs que l'on connaît très bien, qui se situe donc au lycée Jules Garnier. Donc la filière, si tu veux, on l'appelle ATS. Alors qu'est-ce que ça veut dire ATS? Adaptation technicien supérieur. Alors voilà, les jeunes ils y accèdent après un BTS, BTS en maintenance industrielle, un BTS assistant technique d'ingénieur, ou bien un dernier BTS qui est celui de l'électronique, BTS électronique. Ensuite, il y a la prépa ECE, dont on avait déjà parlé, qui signifie économique et commercial, option économique. Ouais. Et puis celle d'aujourd'hui, la prépa ECT, voilà, économique et commercial, option technologique. Alors, y a-t-il d'autres projets à venir? Oui, figure-toi que dès 2015, au lycée La Pérouse, il y aura une nouvelle prépa. Ça sera une prépa littéraire. Ah, pas mal ça pour les jeunes. Qui aiment les lettres, voilà, et puis qui ont un bac L. Bon, on peut aussi y accéder avec un bac scientifique. D'accord. Donc, ce sera tout pour nous Oui, Élise, c'est tout pour nous aujourd'hui. Au revoir, à bientôt. Voilà, les jeunes, profitez. Il y a tout pour justement vous aider à poursuivre vos études. Et c'est sur ces informations que cette émission se termine. Merci de nous avoir suivis. Tata à tous.